mes chers amis, merci de votre présence donc, à cette table ronde intéressante, j'espère, dont on va parler de façon très concrète et qui, bien sûr, a pour thème un sujet d'actualité s'il en est, puisqu'il s'agit des élections régionales. Alors, le thème de cette table ronde, vous l'avez vu, est synergie et complémentarité. Nous allons donc évoquer synergie s'il y a. Je rappelle que la synergie, c'est, disons, le phénomène où plusieurs éléments d'un système conjuguent, se mettent ensemble et agissent de concert pour une action positive. Alors, est-ce que cette action sera positive selon les compétences de chaque collectivité? Il y a la commune, il y a l'intercommunalité, il y a le département et il y a bien sûr la région. Alors là, je vais bien sûr donner la parole aussi aux deux intervenants qui m'entourent et puis vous donner aussi la parole car vous avez sans doute des questions, des précisions dans ce sujet qui peut peut-être paraître ardu. Je vois un certain nombre de candidats, de têtes de liste départementales et qui donc s'engagent dans cette bataille qui, je vous le rappelle, se terminera le 6 ou le 13 décembre donc, prochain. Je vais tout d'abord peut-être vous présenter d'abord les intervenants sur cette estrade. Donc Hervé de Lépinot, qui est conseiller départemental donc, du Vaucluse, qui est conseiller municipal de Carpentras, qui a été tête de liste, qui a failli à très peu de choses emporter cette 13e ou 14e commune pour le Front National, et qui est conseiller communautaire, c'est ça, enfin l'intercommunalité, et qui, je le rappelle, était le suppléant de Marion Maréchal Le Pen donc pour les élections législatives de 2012. Voilà, un homme ancré dans cette région. Et puis notre ami Christopher Surek, qui est lui aussi, il a fait partie des dernières élections donc, de notre victoire comme conseiller départemental dans le Nord, au Nord-Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, pardon, oui, dans le Pas-de-Calais, donc conseiller départemental, qui se connaît depuis un certain nombre d'années au Front National et qui est aussi, excusez du peu, adjoint au maire d'Hénin-Beaumont, à la culture, je crois, et la vie associative, c'est toujours le cas. Et pardon, j'ai peut-être oublié de me présenter, donc Jacques Colombier, j'arrive au Front National en 1975, j'entame ma 40e année de militantisme. 40 ans après, je suis toujours au front, je ne le regrette évidemment pas, et chaque année me confirme, et l'actualité malheureusement confirme que nous avions raison, nous avions prédit, nous avions vu à l'avance, et je suis moi-même conseiller municipal à Bordeaux et conseiller métropolitain, vous savez maintenant, les communautés urbaines dans un certain nombre de grandes villes s'appellent maintenant des métropoles, voilà. Et donc j'ai l'insigne honneur de diriger un petit peu, de jouer le monsieur loyal, et de vous éclairer donc sur ce sujet. Alors, on abordera, si vous le permettez, d'abord un peu un panorama, commune, département, région. Je veux dire, cela correspond du reste, pour partie, au triptyque qui, à notre choix, c'est-à-dire, vous le savez, nous, notre conception de la territorialité, de l'organisation territoriale, c'est la commune, le département et l'État. Bien. Et je rappellerai simplement que très rapidement, le département, c'est une création de 1790, si je ne m'abuse, de la part des révolutionnaires, surface, c'était une journée à cheval. La région, c'est depuis une loi de 1982, si je ne dis pas, c'était les lois de Fer, je crois, de Fer, bien connues ici, et qui est devenue la région est devenue une collectivité territoriale de plein exercice, de pleine compétence. En 1986, c'est là où les premiers conseillers régionaux, j'en ai fait partie, puis j'étais conseiller régional et président du groupe de 86 à 2010, j'ai oublié de vous le préciser. En 1986, la région devient donc élection au suffrage universel et devient donc une collectivité à part entière. Alors, synergie et complémentarité. Dernièrement, la loi NOTRe, qui date d'août, du mois d'août, qui a été, oui, le décret, je crois, est sorti au mois d'août dernier, a amené, vous le savez, de nouvelles régions. Il y a 13 nouvelles régions.
Pour ma part, je fais partie de la plus grande région de France, en superficie, l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin. Et les socialistes nous ont vendu, je serai très rapide là-dessus, mais c'est une entrée en matière, nous ont vendu ces nouvelles régions, vendu aux Français ces nouvelles régions en disant, ben, écoutez, nous allons, avec ces nouvelles régions, du fait de les additionner, mais surtout qu'il y ait moins de grandes régions, eh bien, nous allons faire des économies. Nous allons mutualiser, hein, nous allons perfectionner, donc, si l'on peut dire, cette territorialité, et c'est évidemment ce que j'ai appelé, moi, lors de mes conférences de presse, le grand mensonge socialiste. Il est évident que cela est totalement faux. Et bien, et même si nous nous présentons, car nous sommes devant le fait accompli, à ces élections régionales, c'est évidemment quand même pour dénoncer, un, ce mensonge, et deux, comment dire, dénoncer cette philosophie UMPS, hein, ne le cachons pas, hein, UMPS, à savoir technocratiser peu à peu ces collectivités, détricoter la nation, car si nous sommes pour la commune, le département et la région, eux sont pour, nous en parlions tout à l'heure, la région, l'intercommunalité, la région et l'Union européenne. Et voilà. Donc c'est évidemment deux philosophies totalement différentes. Un, il n'y aura aucune économie. J'en veux deux exemples très rapides. On devait plafonner le nombre d'élus de conseillers régionaux à 150. Évidemment, je crois que ça a été par un amendement à l'Assemblée nationale, le soir, tout le monde a voté pour, évidemment. On ne se fait pas harakiri, on n'a pas plafonné le nombre d'élus, on est monté, on additionne les élus des trois régions, je prends mon exemple de ma région, et au lieu de 56 pour l'Aquitaine, on monte à 183, vous voyez, au lieu de 150, avec évidemment les indemnités afférentes, les frais de secrétariat, etc., etc. Et d'autre part, la fonction territoriale de ces conseils régionaux, qui au demeurant d'assez bonne qualité, car elle est assez jeune, enfin du moins j'ai pu le constater en Aquitaine, eh bien, ces trois collectivités, eh bien, la fonction publique va s'additionner de chacune de ces trois régions, évidemment, là aussi, c'est source de dépenses et non pas d'économies. Et puis deuxième, c'est plus, j'allais dire, philosophique, mais évidemment, ces grandes régions vont avoir le défaut d'éloigner les centres de décision de nos concitoyens. Vous le savez, un radio-trottoir tout simple vous dit, vous connaissez votre maire, oui. Vous connaissez votre conseiller général à l'époque, oui, plus ou moins. Conseiller régional, les gens ne le connaissent pas en général. Les députés européens, je vais dire encore moins, ceux qui n'enlèvent rien à la qualité de nos élus à l'Europe, mais je veux dire, voilà. Et c'est sûr que là, il y a un éloignement voulu des centres de décision de la part vis-à-vis de nos concitoyens, et deuxièmement, c'est vrai, un côté très, très technocratique, on détricote la nation, on en fait des euro-régions, et on élimine ainsi tout lien de proximité avec le seul juge et le seul décisionnaire qui devrait être dans cette démocratie, c'est-à-dire les concitoyens. Voilà. Je voulais simplement, pardon d'avoir été peut-être un petit peu long, je voulais brosser cela. Alors, synergie, complémentarité, moi j'allais dire peut-être juxtaposition dans ce millefeuille administratif, hein, vous le voyez, et je passe la parole à Christopher Jurek, qui, en tant qu'adjoint au maire, connaît bien aussi, là, évidemment, l'échelon communal, et va nous en parler, nous dire ce qu'il en pense. Je te remercie, Jacques. C'est vrai qu'on a coutume de parler de millefeuille administratif. Je vais paraître un petit peu trivial, mais de ma propre légère expérience, j'en suis venu à conclure que c'était plus un bordel territorial. C'est-à-dire que je vais parler principalement d'exemples, d'anecdotes qui montrent très bien, là je vais paraître un petit peu fataliste, mais pour l'instant, la complémentarité, la synergie, je pense très sincèrement que dans l'état actuel des choses, compte tenu des réformes institutionnelles qui viennent d'avoir lieu, je pense que c'est rigoureusement impossible. Et honnêtement que la vision administrative du Front National qui pourra permettre d'avoir une véritable synergie, une véritable complémentarité entre les institutions. Là, je vais revenir donc à mon exemple très concret, c'est celui d'adjoint au maire d'Hénin-Beaumont. Je vous rappelle un petit peu comment fonctionnent les villes, je vous en ferai pas injure, mais voilà, ça permettra de comprendre un petit peu la suite. Comme vous le savez, les villes ont des compétences clairement définies. C'est donc principalement l'enseignement primaire, maternel, avec ce qui va avec, c'est-à-dire l'entretien des locaux principalement.
Et puis depuis quelques temps, c'est l'application des rythmes scolaires. Si je prends l'exemple à Hénin-Beaumont, l'application des rythmes scolaires, c'est 400 000 € par an. C'est-à-dire un gouffre financier hallucinant que l'État a demandé aux communes de prendre en charge, qui représente évidemment, je vais dire, les conséquences budgétaires sont assez hallucinantes, c'est très très dur à gérer au quotidien. Ceux qui sont conseillers municipaux ont très bien pu le voir, ça a été très très dur à mettre en œuvre. Pour les municipalités qui l'ont fait, il y a certaines communes qui ont décidé de ne pas le faire. D'ailleurs, souvent c'est des communes socialistes ou communistes. Là encore, on verra qui sont les plus légalistes dans le paysage politique français. Ensuite, les compétences municipales, ça revient au social. Et là encore, on a un enchevêtrement avec le département. En matière de social, via les centres d'action sociale, c'est la gestion des foyers pour personnes âgées, c'est les crèches, etc., les aides de garderie. Ensuite, c'est les loisirs, le sport et la culture. Là encore, c'est des domaines sur lesquels tout le monde intervient, c'est-à-dire que le département, la région, les intercos et même l'Europe maintenant s'y mettent. Et donc c'est très très dur d'avoir une version très claire de qui fait quoi. Et c'est pour ça que ça donne beaucoup de financement croisé, on en reviendra tout à l'heure. C'est l'entretien évidemment du domaine communal avec les voiries, le patrimoine architectural notamment, et là encore, j'en reviendrai en ce qui concerne le patrimoine architectural. Quand vous sollicitez le département et qu'on vous dit que pour cette année il y a 500 000 € pour tout le département, vous vous dites que très clairement vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Le principal problème qu'on rencontre aujourd'hui au niveau municipal, et là encore si on veut parler de complémentarité, de synergie, c'est très compliqué, c'est que de plus en plus souvent les villes un peu contraintes se défaussent sur les intercommunalités. Les intercommunalités jusqu'à présent, et dans beaucoup d'intercommunalités, c'est la même chose, c'est principalement les réseaux d'assainissement, l'équipement, etc. Sauf qu'au fur et à mesure, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Je vais vous raconter une petite anecdote, même plusieurs. J'étais à ma permanence déléguée départementale dans une ville voisine d'Hénin-Beaumont cette semaine. 2 personnes viennent me voir, c'était ma première permanence. La première personne me dit, voilà monsieur, j'habite dans le centre de Courcelles. La ville est en train de refaire ma route. Le problème, c'est qu'on voudrait qu'il y ait des chicanes et qu'il y ait des dodanes, etc. Le grand souci, c'est que la route est départementale et que du coup, le maire avec lequel j'ai avoir rendez-vous vient de m'envoyer vous voir en tant que conseiller départemental pour voir ce que vous pouviez faire. Là, vous avez déjà une première idée de la souffrance des maires au quotidien et du fait que vous aboutissez à une multitude de conflits entre compétences qui est totalement bordélique et qui est source de dépenses financières totalement incontrôlées. Deuxième exemple, une dame vient de me voir, son médecin lui prescrit de l'aquagym dans la piscine municipale parce qu'elle a des problèmes de rhumatisme. Elle vient me voir parce que la piscine municipale est fermée, elle voudrait que la mairie lui prenne en charge ses cours pour aller dans une ville voisine dont les coûts sont plus élevés. Je lui explique très calmement, madame, écoutez, ni la ville ni le département ne peuvent rien y faire, la gestion des piscines venant d'être confiée à l'intercommunalité, et l'intercommunalité évidemment, comme elle est très politisée, vous vous doutez bien que généralement les maires des plus grosses villes, en tout cas les maires qui sont en charge de l'exécutif de l'intercommunalité, tirent systématiquement la couverture vers eux, et donc généralement ce qui est supposé être une intercommunalité, c'est une répartition, au bénéfice des quelques baronnies du coin. Attendez que je revienne. Oui, puis il y a aussi maintenant, et là aussi ça montre très clairement ce que disait Jacques Colombier tout à l'heure sur les nouvelles institutions qui prennent un peu le dessus sur les institutions traditionnelles, c'est qu'aujourd'hui l'intercommunalité gère aussi la politique de la ville. La politique de la ville, vous savez ce que c'est, on l'a souvent critiqué au Front National, et dans les faits c'est malheureusement un peu plus compliqué que ça, c'est une politique destinée à réserver certains crédits spécifiques à des quartiers très clairement ciblés en fonction souvent de revenus fiscaux médians, ce qui a souvent permis de dire que c'était dédié à des quartiers, certaines banlieues parisiennes en particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on voit bien que même à Hénin-Beaumont, dans d'autres villes de mon intercommunalité, on a beaucoup de communes qui sont ciblées par la politique de la ville. C'est la politique de la préférence étrangère, hein, carrément. C'est assez souvent ça. Honnêtement, en banlieue parisienne, c'est très clairement ça. Mais le problème, c'est que dans la mesure où elle existe, nous, on est bien contraints de l'appliquer. C'est très très compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus les villes qui gèrent la politique de la ville, c'est les intercommunalités. Le problème, le président de mon interco, et c'est le cas de beaucoup de
président de l'intercommunalité, sa ville n'est pas en situation et n'est pas en quartier prioritaire. Autant vous dire, il en a strictement rien à foutre. C'est-à-dire que le fait qu'Hénin-Beaumont doive mettre en œuvre la politique de la ville avec tout ce que ça suppose, c'est-à-dire le montage d'opérations pour les années à venir, avec les crédits spécifiques. Nous, on a besoin évidemment d'une ingénierie qu'on ne dispose pas en mairie d'Hénin-Beaumont. L'intercommunalité ne veut absolument pas s'en occuper parce que c'est absolument pas c'est absolument pas sa priorité. Ça, c'est une première chose. Ensuite, et là encore, c'est une réflexion qui m'a vraiment fait penser à l'Union européenne. Il y avait jusqu'à présent une subvention comment dire, propre à notre communauté d'agglomération qui s'appelait le 1 € par habitant. Le 1 € par habitant, ça voulait dire que chaque ville avait à sa disposition une enveloppe qui était égale à 1 € par habitant. À Hénin-Beaumont, on a 26 500 habitants, donc on a 26 500 € à distribuer entre les associations de la ville. Très clairement, ça existait depuis 15 ans. C'était en fait ni plus ni moins que du saupoudrage à destination des associations, il n'y avait absolument aucune logique. C'était du clientélisme à tous les étages. On arrive en 2014, on en prend fin 2014, ils vont mettre fin au 1 € par habitant. Donc on leur demande, on ne comprend pas très bien, ça fait quand même 15 ans que ce dispositif existe. En plus, les associations sont en plein budget prévisionnel, elles ont généralement mis les subventions dont elles bénéficient traditionnellement au titre du 1 € par habitant dans leur budget prévisionnel. Vous êtes en train de les mettre quand même dans une situation très très compliquée. Oui, mais vous comprenez, vous raisonnez en termes d'intérêts communaux, nous on raisonne en termes d'intérêts communautaires. Et je leur dis, excusez-moi, j'ai peut-être une vision un peu libérale des choses, mais est-ce que l'intérêt communautaire, c'est pas une somme d'intérêts communaux? Oui, mais non, ça vous comprenez, c'est du repli sur soi, donc ça c'est toujours la même sémantique. Vous comprenez, il faut vraiment qu'on ait un intérêt communautaire. C'est exactement la même logique entre les nations et l'Union européenne. Hein, vous avez strictement le même état d'esprit. Et tout ça pour vous dire, ces seuls exemples montrent que c'est très très compliqué de parler de synergie de complémentarité parce que tout le monde veut s'occuper de tout, mais au final personne n'assume rien. Et on en reviendra sans doute tout à l'heure à propos des financements croisés. On a critique au Fonds national des financements croisés à juste titre, parce qu'au final tout le monde intervient sur tout, il y a une déperdition d'argent public hallucinante. Le problème c'est qu'en période, j'allais dire, de baisse des dotations globales de fonctionnement pour les municipalités, elles sont bien obligées de trouver de l'argent là où elles en ont plus. Je vais donner la parole donc à Hervé de Lipino qui va peut-être faire la transition avec les départements justement. Oui, merci Christopher. Je passe donc la parole à Hervé de Lipino. Sortons un petit peu de la commune, les niveaux communal et intercommunal. Et là, maintenant, on va passer au niveau département et région. Y a-t-il complémentarité, juxtaposition? Alors déjà, je voudrais vous adresser à tous un satisfecit. Parce que cette table ronde n'existait pas il y a encore 2 ans à l'université d'été, parce que nous n'avions qu'un seul conseiller départemental, relativement peu de conseillers municipaux, et il y avait toujours la part du lion réservée aux conseillers régionaux du fait du mode de scrutin. Donc ce qui veut dire que nous avons passé un cap essentiel. Nous n'avons pas aujourd'hui d'exécutifs départementaux à gérer, mais nous sommes maintenant dans la place. Et votre action militante, votre vote sert à quelque chose, parce que les élus du Front National ont comme particularité, et la formule ne vient pas de moi, mais des gens que nous côtoyons dans notre assemblée, et plus particulièrement des fonctionnaires territoriaux, nous sommes opiniâtres et nous travaillons. Donc il faut avoir conscience que pendant des générations et des générations de conseillers généraux, autrefois maintenant départementaux, vous aviez en quelque sorte des membres de conseil d'administration qui venaient toucher les jetons et qui repartaient ensuite, puisqu'il y avait un bipartisme qui faisait qu'on était dans l'opposition, on était dans la majorité a tous les pouvoirs, a tous les moyens, l'opposition ne faisant que de la représentation. Alors je vous dis ça parce que je suis moi un peu un enfant gâté parmi les 52 élus départementaux, bon on n'en a plus que 50 maintenant, 59 pardon, oui. Nous avons comme particularité dans le Vaucluse de ne pas avoir de majorité. Donc s'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Puisque nous avons réalisé la recette du Picombière, vous savez, les 3/3, et aujourd'hui, sans nous, il ne peut rien se passer, et avec nous, tout peut arriver. Ce qui veut dire que nous avons un accès à l'information, et surtout, nous avons maintenant possibilité de réaliser combien notre millefeuille administratif est devenu non seulement indigeste, mais éminemment coûteux. Nous avons évoqué déjà de manière brève les grandes compétences des collectivités que nous représentons, mais nous avons pu vivre de l'intérieur
la concrétisation d'un principe typiquement français qui était inscrit dans le marbre de la loi, qui s'appelle la clause de compétence générale, que j'appelle, moi, en fait, l'institutionnalisation du clientélisme. Puisqu'en fait, alors que formellement, dans le découpage administratif, chaque entité territoriale devait avoir une fonction spécifique, et c'est ce que les journalistes vous revendent à longueur de journée, hein, c'est pour schématiser les écoles primaires dans les communes, les collèges dans les départements, les lycées dans les régions, la formation professionnelle sur la région, l'entretien des routes au niveau du département et les piscines au niveau des municipalités. Mais en fait, lorsqu'on intègre, nous, nos différentes commissions, que ce soit la commission des travaux, que ce soit la commission culture, que ce soit la commission des finances, on voit qu'en réalité, on subventionne à tous les niveaux. Donc on va se retrouver effectivement sur une subvention qui va venir adosser une subvention régionale qui elle-même vient au soutien d'un besoin municipal. Et tout ça coûte éminemment cher, puisque l'aspect vertigineux que nous avons rencontré en début de mandat, c'est de voir la quantité de votre argent qui est jeté par les fenêtres. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'absolument sidérant. Et c'est d'autant plus préoccupant que, et c'est pas moi qui l'ai lâché, ça a été annoncé par le nouveau président du Conseil départemental du Nord, nous avons des collectivités qui sont au bord de l'état de cessation des paiements. Et oui, les trésoreries ont été bouffées sur les 3 dernières années. Généralement, les exécutifs de gauche ont senti que le vent allait tourner, et ils ont la spécialité. Et souvenez-vous effectivement des socialistes qui avaient vidé la cave de l'Assemblée nationale avant que la droite revienne. Ben là, c'est ce qui s'est passé avec les caisses. Le problème, c'est que le gouvernement, du moins les gouvernements successifs, du fait de la construction européenne à marche forcée, ont décidé de se décharger de pans entiers de compétences d'État sur les collectivités, sans transférer les financements qui vont avec. Ce qui veut dire que le contribuable départemental, aujourd'hui, a une charge en termes de responsabilité qui est totalement disproportionnée avec la dimension de cette collectivité. Et en disant ça, je vois poindre à l'horizon un spectre qui va tous vous effrayer parce que vous êtes tous contribuables, au moins au titre de la taxe d'habitation, mais également au titre de la taxe foncière. Et ce que nous redoutons, nous, en tant qu'élus du Front National, c'est une explosion à venir de la fiscalité locale, pour une bonne et simple raison, c'est que l'effort d'économie, non seulement n'anime pas tous nos collègues des autres mouvements politiques, mais par ailleurs va ressembler pratiquement à la quadrature du cercle. Parce que nous avons, même si la clause de compétence générale, normalement dans la loi NOTRe, loi de nouvelle organisation territoriale de la République, va être supprimée pour la région et le département et maintenue pour la commune, il n'en demeure pas moins que cette omnipotence de la collectivité départementale, qui a un coût, si elle cesse d'irriguer avec votre argent tel et tel pan du secteur économique et surtout social, nous risquons de nous retrouver devant des points de rupture. Mais vous n'arriverez pas à faire tourner la planche à billets dans vos caves pour essayer de financer tout ça. Donc nous allons nous retrouver d'ici très peu de temps avec des départements qui vont déposer le bilan. Et le département du Nord pourrait initier cette nouveauté. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que vous êtes dépossédé de la gestion de votre budget. Le préfet va reprendre la question budgétaire et va décider, en fait, à la place des élus, des affectations budgétaires. Et l'État, dans tout ça, non seulement nous a transmis des compétences, mais ne nous a pas donné les moyens, comme je vous l'ai dit. Et en plus, lorsqu'il doit nous confier des moyens, il ne le fait pas totalement. Département de Vaucluse, l'État nous doit 70 millions d'euros. Mais nous savons également que dans le département de Vaucluse, nous avons un RSA qui représente 110 millions sur un budget total de 680 millions, avec une croissance de 10% par an. Voilà. Et la réalité étant décidément le pire ennemi de nos confrères de l'UNPS, qui ont toujours vécu dans les limbes de l'idéologie et surtout du clientélisme, comme je peux le dire en introduction, bien l'affaire des migrants, figurez-vous, commence à sérieusement préoccuper les conseils départementaux. Parce que nous gérons, nous, toute la boutique sociale. Nous sommes de super assistantes sociales. Donc on va devoir gérer les migrants au niveau du logement. Nous allons devoir gérer les migrants qui vont devoir être scolarisés dans les collèges. Nous allons devoir aider les migrants
par une aide sociale. Alors peut-être pas forcément le RSA, mais on ne va pas les laisser sur le bord de la route, dixit les différents ministres, donc il va bien falloir les nourrir, mais les caisses sont vides. Donc comment allons-nous faire? Alors nous, au sein du groupe Front National du département de Vaucluse, nous avons très fermement et très clairement dit à nos collègues, maintenant la petite musique qui a ronronné pendant des années, ça suffit. Vous allez devoir opérer des arbitrages financiers. Et pour l'instant, le bouchon de cérumen, je suis désolé de rentrer dans les détails, est un peu épais parce qu'ils ne l'ont pas entendu. Et on en veut pour preuve le vote d'une subvention de 100 000 € à la collection Lambert. Je ne sais pas si vous avez parlé de M. Yvan Lambert, qui est un milliardaire qui n'a rien trouvé de mieux que défiscaliser en faisant une donation à l'État de sa collection. Eh bien, ce milliardaire a réussi à faire voter par un exécutif dit de droite une subvention de 100 000 € pour une culture franchement de gauche, alors que nous avons aujourd'hui des caisses vides et le feu autour de la baraque, et la baraque va brûler. Donc que va-t-il se passer demain? Alors, nous sommes dans une situation où nous pouvons effectivement jouer du bâton, puisque à partir du moment où il n'y a pas de majorité, le budget, lui, peut être voté ou ne pas être voté. Et si le budget n'est pas voté, c'est la dissolution automatique de l'Assemblée. Vous voyez que nous sommes dans une situation très particulière où les moyens de pression existent, mais je vous le dis très honnêtement, et je pense que mes collègues conseillers départementaux d'autres départements qui sont présents dans la salle ne me contrediront pas, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins sur le plan budgétaire, et je vais repasser la parole à mes amis, mais va se poser effectivement la question des synergies pour l'avenir. Si la clause de compétence générale est supprimée, il va falloir à nouveau que l'on nettoie chacun dans notre précaré pour qu'au moins sur le plan financier, les vaches de Paul retournent dans le pré de Paul et les vaches de Claude retournent dans le pré de Claude. Voilà. Très bien. Très bien, très clairement dit. Cela pose bien sûr le problème général de l'enchevêtrement des compétences, de l'empilement des compétences, ça a été dit de part et d'autre, pour des raisons purement clientélistes, bien sûr, et politiciennes. Une opération est subventionnée par l'intercommunalité, le département, la région, ça déresponsabilise tout le monde, et j'allais dire, le contribuable ne sait pas pour ce pourquoi il paye. Il y aura en effet, ça c'est un serpent de mer, on y arrive, on commence à arriver un petit peu, déjà, moins dans le texte, on vous dit arrêtons la compétence générale. Enfin, quand je vois que pour les régions, comme pour les communes, la politique de développement économique, ça regroupe tellement de choses, le développement économique. Ça peut être d'aider une entreprise, de sauver une entreprise, ce qui n'est pas le but d'une collectivité publique, on n'a pas à s'immiscer à ce point-là. Le but d'une collectivité publique, je pense à la région que j'ai connue pendant des années, c'est de donner un environnement favorable, de désenclaver, mettons, un territoire, par des routes, par des trains, par des TER, mettons, mais ne pas s'impliquer directement. D'abord, ce serait fausser la concurrence, hein, sans être un ultralibéral, mais enfin, voilà, on n'est pas... C'est du collectivisme, autrement. Et c'est vrai que cet enchevêtrement, eh bien, si les régions avaient en effet les TER, une autre collectivité, telle ou telle compétence, et seulement cette collectivité amène des crédits sur telle ou telle chose précise, le contribuable saurait pourquoi il paye sa part régionale, sa part départementale. Bon, enfin, j'allais dire, on peut rêver, pour l'instant, nous n'y sommes pas. Cela pose donc, c'est vrai, une question. Je vous citerai deux exemples. On parle, c'est de dépenser moins pour dépenser mieux. C'est la compétence générale, je le rappelle, enfin c'est, voilà, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout, du sport, des affaires culturelles, alors ça s'entrecroise, on fait du copinage entre élus, bien sûr, selon la majorité ou l'opposition en est. Et à partir de là, je vous donnerai deux exemples. Je suis arrivé en 1986, conseiller régional d'Aquitaine. Les gaspillages au titre de la compétence générale, si l'on veut, on avait un crédit, nous donnions des crédits, je crois qu'à l'époque c'était dans les 80 000 francs, hein, voilà, 80 000 francs, un peu plus de 10 000 euros, 10-15 000 euros, pour aider un programme de dragage des lagunes au Burkina Faso. Alors on aime bien
burkinabés, c'est sûr. Enfin, est-ce au Conseil régional, au titre de la politique, et ça je pense que cela fera partie du programme des élections régionales que vous allez vivre, c'est d'arrêter cette fameuse politique de relations internationales. Parce que c'est dans la philosophie. Ces grandes régions, ces euro-régions, ont, vous le savez, une ambassade à Bruxelles, font du lobbying, et puis ça, non, les relations internationales, ça fait partie du gouvernement. J'allais dire, c'est un domaine régalien, la diplomatie. Est-ce que la région Aquitaine, voilà, a aidé le Burkina Faso? Bon, en plus, j'allais dire même moins de 100 000 francs, moins de 15 000 euros, est-ce que ça a amené grand-chose? Est-ce que l'argent des Aquitains, ou demain de la grande région, ou de vos grandes régions, a assimilé cela? Notre ami, je le salue parce qu'il est de mon département, c'est le seul couple de conseillers départementaux de toute la façade atlantique, dans le Médoc, vous voyez, c'est quand même une bonne chose. Grégoire de Fournas, moi, me disait qu'à la dernière commission permanente, il s'était levé sous les regards ahuris et réprobateurs de tous ses collègues, car là, on aidait, je ne sais plus pour quelle somme, la culture de la cerise noire en Serbie. Est-ce que le département de la Gironde a aidé la... Je dis ça parce que ça vous montre, vous voyez, de manière précise, ça me rappelle 30 ans en arrière ce que j'avais connu au Conseil régional, et puis une intercommunalité peut-être, voilà, ira aider ce genre de dossier. Voilà, est-ce que le contribuable le sait, il ne le découvre même pas, ça passe au milieu de 300 dossiers, et quand, le conseiller Front National vous dit, mais attendez, c'est quand même pas de notre sort, mais comment la solidarité, voilà, on vous met tous les poncifs. Voilà, je m'en arrête là, mais voyez concrètement, sur deux petits exemples, qui ne coûtent pas encore trop cher aux contribuables, mais voilà ce qu'il en est. Non, mais je voudrais rajouter que pour le Burkina Faso, j'ai travaillé au Conseil général de la Haute-Vienne, nous aussi on est des Burkina Faso. Au Conseil général de la Haute-Vienne aussi, vous donniez de l'argent pour le Burkina Faso. Au conseiller municipal à Limoges, et on continue à aider. À Limoges, oui. Ouais, voilà, et vous continuez à aider le Burkina Faso. Ça arrive chez voilà. eux de tous les côtés. Ça va être le 101e département français. C'est une discrimination quand même intolérable si on n'est pas ou du racisme primaire, si on n'est pas le Burkina Faso au titre d'un département, bien sûr. Apparemment pas assez, puisqu'ils viennent chez nous. Oui, alors c'est vrai. Dit notre ami passé, puisqu'ils viennent même chez nous. C'est bien vu. Oui, Jacques, c'était pas pour t'interrompre, mais je voyais Olivier Delbé, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais. Je pensais à une anecdote, c'est qu'il y a 5 ans, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais vote une subvention de 2 millions d'euros pour un lycée au Sénégal, c'est Saint-Louis du Sénégal. On leur dit, mais vous foutez de nous, c'est pas la compétence de... Enfin, voilà, le co-développement régional, la coopération internationale, c'est pas la compétence du conseil régional. Ah mais non, mais c'est la compétence lycée qui marche là. Donc ils se foutent vraiment du monde. Alors. Dans le Vaucluse, ils n'osent plus faire ça. Non mais, je vous le dis sincèrement, c'est pour ça qu'il faut vraiment amener à voter pour vos candidats du Front National, parce qu'à partir du moment où on arrive en force, et nous sommes 6 conseillers départementaux sur 34, mais nous avons des cousins germains de la Ligue du Sud, et sur ces points-là, on arrive à se retrouver. Les autres n'osent plus. Ils n'osent plus parce qu'ils savent très bien que nous avons aujourd'hui la puissance de communication pour faire savoir effectivement qu'on fait n'importe quoi avec votre argent. Oui, c'est évident. Faire est bien, mais savoir faire est bien, mais savoir ce que je dis. Oui, monsieur. Bonjour. Beaucoup de vos critiques sont vraies, mais sur l'intercommunalité, il y a quand même un sujet qui me préoccupe parce que bon, il y a des grandes villes en France qui peuvent se payer la piscine, un certain nombre de choses. Oui. Il y a quand même beaucoup de petites communes qui, si elles ne mettent pas en commun leurs moyens, comment elles peuvent se doter d'infrastructures pour les citoyens, enfin, d'un groupe de collectivités. Donc, je voudrais comprendre dans votre critique du millefeuille où se situe la critique sur l'intercommunalité. Oui, la ligne, en effet, oui. Monsieur disait, pour les toutes petites communes, je dis ça, vous n'avez pas le micro, pour les petites communes, en effet, l'intercommunalité peut être, une certaine intercommunalité peut être une bonne chose pour mettre en commun, on parlait des ordures ménagères, certains équipements, mais c'est vrai, mais on a dépassé ça depuis longtemps. Enfin, je passe la parole à Christophe. Non, en fait, votre observation, elle est tout à fait valide, mais vraiment uniquement pour les petites communes. C'est-à-dire que dans ma situation, et à mon avis, c'est pareil chez Hervé de l'Épinot, on a une intercommunalité qui regroupe 14 villes, il n'y en a pas une en dessous de 10 000. Donc, on a en fait des villes qui pourraient très bien assumer la plupart de tout ça ensemble. Mais le vrai problème, c'est qu'en fait, nous, on serait d'accord pour une vraie mutualisation. Le problème, c'est que quand vous êtes dans des institutions totalement politisées,
Alors qu'une intercommunalité, par définition, ça devrait être une institution à représentation géographique. Et c'est devenu des institutions à représentation politique et partisane, totalement. Et dans ces cas-là, évidemment, ça pose un vrai problème. Oui. Je voudrais intervenir parce que je suis élue dans une communauté de communes, une petite commune, il y a 27 communes. Et je suis tout à fait défavorable à la communauté de communes parce que deux petits villages peuvent très bien s'associer, ou même 4 ou 5 peuvent s'associer pour avoir un projet, par exemple, de piscine, ou avoir en commun le ramassage des ordures, etc. Ceci dit, dès que vous enclenchez une communauté de communes, ça implique beaucoup de frais en plus. Ça veut dire que la communauté de communes va construire un bâtiment, on fait une construction, que le bâtiment sera toujours trop petit parce qu'on augmente le nombre de paperasseries administratives, on augmente le nombre d'attaches de personnel. De fonctionnaires, oui, supplémentaires, de personnel. Qui elles-mêmes vont donner lieu à d'autres commissions qui vont rapporter ce qu'on a dit à la commission. Et c'est très cher. Et je crois qu'on peut avoir du bon sens en politique et que les maires puissent retrouver leur rôle et travailler entre eux. Merci. Oui, Jean-Marc de la Coche. Sur ce sujet-là, je voudrais répondre à monsieur, dans l'argumentaire contre les intercommunalités. Je ne suis pas élu local, donc, mais je peux me tromper si je me trompe, je vous réponds. Mais il y avait jusqu'à la création des intercommunalités des syndicats à vocation multiple, me semble-t-il, qui se constituaient sur différents domaines, dans différents domaines entre des communes voisines, des petites communes voisines ou moins voisines, et qui fonctionnaient très bien. Pourquoi ne pas remettre au bout du jour les syndicats à vocation multiple comme antidote aux intercommunalités? Alors, moi je vais vous évoquer mon expérience de conseiller municipal et conseiller communautaire. C'est aussi vos élus sont transversaux et ça c'est très important parce qu'on est encore plus performant pour vous défendre. Les intercommunalités aujourd'hui prennent de plus en plus d'importance parce que le législateur l'exige. Il y a des effets de seuil qui sont en train de se mettre en place et ça c'est redoutable. Parce que si vous n'atteignez pas un stade critique en taille, vous êtes de facto mis de côté pour accéder à tel ou tel investissement nécessaire. Donc, ça s'appelle du banditisme, ça. C'est pas autre chose. Donc aujourd'hui, c'est une intercommunalité qui se fait à marche forcée. Jacques vous a rappelé tout à l'heure quel est le triptyque idéal vers lequel nos gouvernants souhaitent aller aujourd'hui. C'est de tuer la nation pour privilégier le triptyque interco, région, Europe. Bon. Donc il y a un aspect idéologique, ça c'est le premier point. Deuxième point, on a évoqué dans le millefeuille le coût de fonctionnement de ces intercommunalités. Et on a tué le roi en 1789, mais on ne vit que dans les baronnies. C'est quand même incroyable. Il faut nos palais, il faut nos institutions, il faut nos chefs locaux. Donc vous pensez bien qu'il y a un rapport de force politique qui a joué, puisqu'aujourd'hui un président d'Interco a beaucoup plus de pouvoir en réalité qu'un maire. Bon. Mais les maires veulent tous devenir présidents d'Interco. Ensuite, dans le mode de fonctionnement, on voit, hélas, que de facto, la clause de compétence générale est en train de se mettre en place. Si l'Interco se limitait à la collecte des ordures ménagères, à la mise en place d'infrastructures sportives coûteuses, parce que telle ou telle commune a de très bons sportifs en handball ou en hockey, on peut le comprendre. Mais on voit qu'on se met à subventionner des expositions culturelles, des voyages, le comité d'entreprise, entre guillemets, des fonctionnaires territoriaux, et tout ça va à l'encan. Donc vous avez quelque chose qui est en train d'enfler, qu'il faut financer, et les intercommunalités aujourd'hui sont en train de subir également ce que connaissent les autres collectivités, dont le département, c'est la diminution des dotations globales de fonctionnement. L'État, je vous le rappelle, non seulement se défausse, mais c'est un très mauvais payeur. Et aujourd'hui, nous avons les dotations pour les communes, les départements, qui sont fortement diminuées. Nous, dans le Vaucluse, nous allons perdre 13 millions de dotations par an pendant 3 ans. Donc il va bien falloir compenser, parce que nous n'allons pas diminuer à concurrence les dépenses. Donc ces intercos aujourd'hui, qui fonctionnaient il y a encore une quinzaine d'années sous la forme de syndicats mixtes, c'est ce que vous venez d'évoquer, chaque syndicat ayant sa spécificité,
Eh bien, on a décidé en fait de regrouper les syndicats mixtes en une seule entité, mais avec les structures extrêmement coûteuses qui vont avec. Je parle de mon interco, c'est 25 millions d'euros de budget, dont pratiquement 17 millions de frais de fonctionnement. Donc vous voyez que l'investissement en réalité passe au second plan, et nous voyons une inflation des embauches, lesquelles embauches généralement se font toujours dans le périmètre des élus, et on revient sur le fameux clientélisme que j'évoquais tout à l'heure. Très bien dit. Le problème, je dirais, c'est que nous, je suis un élu rural. Vous pouvez vous lever, les gens entendent un peu. Conseiller municipal de 600 habitants. Donc effectivement, Conseiller régional. Conseiller régional. Et ma commune fait 10 000 habitants. Donc à travers la loi d'autres qui vient de sortir, Oui. le seuil est porté à 15 000 habitants. Oui. Donc pour, je pense, en octobre 2016, notre PCI sont obligés de faire échouer. Donc nous, on partira, je dirais, vers Saint-Omer, c'est quand même une agglomération plus importante, on sera mangé. Les élus ça va diluer, seront mangés, on sera dilués. D'une part, par rapport à la représentativité du monde rural au sein de l'instance gérée intercommunale. On l'a déjà vu à travers les redécoupages des cantons, où maintenant les élus ruraux sont de moins en moins nombreux dans les institutions. Et de mois en mois, à travers les délibérations des conseils municipaux, on nous demande de transférer des compétences. C'est-à-dire qu'on est en train de découper à petits morceaux des chartes mineures. Tout à fait. Monsieur évoque, merci de votre témoignage, il est conseiller municipal dans une petite commune, 600 habitants. Ça pose le problème, bien sûr, j'allais dire, de la volonté peu à peu, ça va être par regroupement, ça va être par intercommunalité, de la disparition des communes. Vous imaginez 36 000 communes, enfin, c'est scandaleux, parce que 36 000 communes, ça fait 36 000 points de révolte éventuelle. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Et les libertés communales, comme ça, peu à peu, sont étouffées. Vous rentrez dans une intercommunalité, vous allez voir, on va s'occuper ici, on va là. Vous vous dépossédez évidemment de vos compétences, comme la nation s'est dépossédée à l'Europe de sa souveraineté budgétaire, frontières, etc., et de sa monnaie. Et ainsi, vous voyez ce plan, je ne suis pas un complotiste, mais on voit très bien la logique et la cohérence de ce plan qui fait que peu à peu, on détricote en effet notre pays, on détricote les libertés communales. La commune, c'est la cellule de base de notre société. Comme la famille peut être la cellule, elle est à taille humaine. Et ça, bien entendu, les technocrates de Bruxelles n'en veulent pas. Il y a même un aspect en plus, qu'on a créé ce qu'on appelle les EPCI. EPCI. L'établissement public de coopération intercommunale, on a transféré, les recettes fiscales, et en particulier les taxes professionnelles. Il y a certaines EPCI, qui sont nombreuses, qui sont passées à la TPU. Oui. La TPU, aujourd'hui, ça moindrit, ils avaient quelques activités sur le territoire. Bien sûr. Et donc, ça réduit la compétence de la commune, de facto. Et dans les projets qui sont dans les cartons ministériels, vous savez qu'actuellement, une des compétences clés du maire est de pouvoir décider de l'occupation du sol de sa commune. Et il est question de transférer la compétence d'urbanisme aux intercos. Donc vous imaginez bien, si vous êtes l'élu d'une ville poubelle, au niveau des populations, ne vous attendez pas à ce que demain on vous fasse la Riviera. Donc c'est absolument terrible parce que vous allez avoir en réalité une gestion du territoire qui va se faire au détriment de certaines zones déjà très lourdement impactées par les populations étrangères non assimilées, donc l'insécurité qui va avec, la paupérisation du bassin de vie, et il est certain que les élus feront en sorte de préserver la périphérie de ces zones par la gestion entre autres du fameux PLH, le plan local de l'habitat, qui est censé répartir équitablement entre autres le logement social. Alors pour mes amis qui étaient hier à la formation IFOREL, j'en ai parlé. Nous, sur l'interco de Carpentras, Île-Centre, qui est Ventoux-Contavenessin, eh bien, au titre du PLH, Carpentras va absorber 85% des logements sociaux sur les 3 ans à venir. Donc c'est une foutaise. C'est une foutaise. Et comme j'ai un maire qui, lui, revendique le remplacement de population, puisqu'il a décidé d'être réélu par des obligés pendant des années et des années, eh bien j'ai peur que la prochaine élection municipale soit encore plus difficile que celle qui vient de se passer. Vous voyez ? Bon, je vois une dernière intervention, mais très rapide, de notre ami.
On me fait signe, l'organisation d'été nous demande d'arrêter. 3 quarts d'heure, on pourrait bien entendu discuter pendant des heures de ce sujet, il est très important. Je vous rappelle, je ne reprendrai pas la parole, que demain nous avons à nouveau sur le même thème, donc une table ronde, qui dans cette même salle se déroulera à partir de 10h20. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir. Oui, juste une dernière chose. Derrière tout ce détricotage institutionnel, il y a évidemment des arrière-pensées de subversion idéologique. C'est que je pense que chacun d'ici est fier de sa ville, fier de sa nation, et qui aujourd'hui demain sera fier de son intercommunalité, fier de l'Union européenne. C'est évidemment fait pour déposséder un petit peu les gens de leurs racines, et voilà, il ne faut pas se voiler la face derrière tout ça.